bouger aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vous présente la prochaine conférence. Ce sera... J'aurais pu ouvrir avant. Ce sera les lunettes aussi. Quand je bouge, j'ai tout. Le 18 novembre, c'est aujourd'hui. Le 9 décembre, nous aurons Catherine Jandel, qui est géochimiste et océanographe dans un labo qui s'appelle le Légos à Toulouse. C'est une des grandes spécialistes françaises de changement climatique sur les océans. Vous savez que 93% de l'énergie récupérée à cause de l'effet de serre, enfin récupérée, qui est donnée par l'effet de serre, est récupérée non pas par la Terre, mais par les océans. Et donc, c'est Catherine Jandel, pour la situer, avec Rémi Mossery, vous savez qu'un fameux géochimiste plutôt, a dit beaucoup de mal des climatologues il y a 6-7 ans, et poussé par la directrice la ministre de la Recherche de l'époque, Mme Pécresse, le président du CNRS a décidé, ses troupes, tous les climatologues du CNRS, enfin pas tous, mais tous ceux qui travaillaient dans une spécialité donnée, de donner ce qu'ils faisaient et les résultats qu'ils obtenaient. Donc c'est un gros bouquin qui malheureusement coûte 39 €, qui est édité par Rémi Mossery, qui est un physicien de mes amis, et Catherine Jandel, que je connais comme une bonne scientifique, mais dont je sais qu'elle adore l'Okhirek. Elle l'a dit à la conf qu'elle a présentée à Rennes. Et du coup, 2 jours après, je lui ai envoyé un mail pour dire « Je vous offre la possibilité de venir à l'Okhirek ». Et du coup, elle ne pouvait pas refuser. Voilà pour Catherine Jandel. Alors après, il y aura l'année suivante. L'année suivante, on a un comité scientifique, la définition des conférenciers. Cady Boitouche, comme tous les autres, passe devant les fourches codines d'un comité scientifique qui dit a priori si ça va ou si ça va pas. C'est-à-dire que si c'était Allègre, par exemple, on dirait ça va pas. Donc, Cady, on a dit oui. Il y a déjà un bout de temps, parce qu'il devait venir au mois de mai, je crois, et pour répondre à une urgence qui était le refus des... Vous savez, beaucoup d'entre vous étaient là, je crois, pour répondre à une urgence qui était le refus un peu incompréhensible des compteurs Linky, les compteurs intelligents. Partout dans le Finistère, on avait invité en urgence un spécialiste pour dire ce qu'il en pensait, qui nous avait fait une belle conf. Donc, voilà. Donc, il y aura encore des bons conférenciers. Il y a de très bons si ça marche, mais il faut qu'ils acceptent de venir. Et les Parisiens, pour les Parisiens, on est quand même à 4h30, hein, donc c'est pas si facile quand... Donc, Cady Boitouche. Il est ingénieur de l'ENSEM de Nancy, docteur de l'université de Nancy 1, et il a soutenu une habilitation à diriger des recherches à l'université de Rennes, où il est professeur, qui est d'ailleurs une très belle université, puisque c'est celle où j'ai opéré aussi. Son terrain de chasse est l'informatique graphique et la vision par ordinateur. Il est à la tête de l'équipe FRV Science, oui, au sein de l'IRISA. L'IRISA, c'est l'Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires de Rennes. Et il est animateur reconnu dans ce domaine au niveau national et international. Alors, cette équipe de recherche se focalise sur la création d'images de synthèse et leur perception, avec pour objectif principal le calcul en temps réel de l'illumination globale pour la synthèse d'images photoréalistes. Je bafouille un peu parce que ce n'est pas vraiment ma spécialité, mais c'est effectivement la spécialité de Cady, et c'est une spécialité qui commence à envahir les milieux scientifiques. Cady, c'est toi. Merci. Alors, le titre, bonjour à tous, le titre, c'est, excusez-moi, c'est en anglais, mais je vais traduire à chaque fois en français, c'est « Lorsque le réel rejoint la réalité ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on entend beaucoup parler maintenant de l'homme augmenté, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée.
on voit beaucoup de films en 3 dimensions, par exemple. Alors comment on génère ces films-là? Comment c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce domaine on appelle ça l'informatique graphique. Donc l'exposé va parler de ces 3 thèmes: l'informatique graphique qui est la base de tout, puis la réalité virtuelle, puis ensuite la réalité augmentée. Et puis là, je vous montrerai ici, bien sûr je ne montrerai pas d'équation. À la fin je vous dirai un peu tout ce qu'il y a derrière tous ces domaines-là au niveau scientifique. Mais je montrerai surtout des figures, du texte et pas mal de vidéos pour illustrer un peu ce que je dirai. Alors je vais commencer par quelques définitions de la réalité virtuelle. Il y en a plusieurs. La première, par exemple, c'est quoi? C'est une technologie qui permet d'effectuer une simulation en temps réel, interactif. Parce qu'on verra tout à l'heure qu'on a toujours un utilisateur, un humain virtuel, on verra tout à l'heure qui va réagir, comment dirais-je, interagir avec un monde virtuel qui sera créé par l'utilisateur. Et comment cette réaction va s'effectuer de manière interactive, rapide. Et on peut dire aussi que le deuxième point ici, le deuxième point, je ne sais pas si ici, le deuxième point, on peut dire que la réalité virtuelle, c'est une technique de communication homme-machine qui va consister à faire en sorte qu'un utilisateur soit immergé dans un monde, dans un environnement synthétique qui va être créé par ordinateur, on verra comment tout à l'heure. Et cet environnement synthétique, il est multisensoriel, c'est-à-dire que dans ce monde virtuel, on peut le voir, on peut créer des images de synthèse pour le voir. On peut aussi générer du son, écouter du son, et aussi on peut aussi faire en sorte que le sens touché soit aussi perceptible. Et donc ça, c'est une deuxième définition. Et le troisième item ici, c'est-à-dire que pour faire tout ça, il nous faut un ordinateur assez rapide. Et on verra, un ordinateur rapide n'est pas suffisant, il faut aussi à côté des cartes graphiques. Vous avez tous un ordinateur et sur tous vos ordinateurs, vous avez des cartes graphiques qui sont des cartes très puissantes parce qu'elles contiennent un processeur qui contient lui-même 300 processeurs. Donc ça va très très vite. Donc voilà un peu une définition rapide de la réalité virtuelle, mais j'y reviendrai. C'est juste pour introduire. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est introduire l'informatique graphique. En anglais ici, c'est Computer Graphics. Et puis après aussi la réalité virtuelle à l'aide de 2 exemples très très simples, c'est des vidéos. Alors là, oui, c'est normal. Mais on va régler ça. C'est toujours comme ça. C'est une simulation faite par une collègue qui vous montre comment on peut étudier un peu comment les assiettes peuvent être brisées, décidément. Donc ça, je ne vais pas trop le... Juste un exemple pour introduire. Là, c'était un petit monde virtuel avec des assiettes et comment on peut casser ces cassettes-là. Derrière tout cela, il y a beaucoup de physique et de mathématiques et d'informatique pour calculer tout cela. Donc c'est un exemple très rapide. Je vais montrer un autre exemple. C'est la vidéo. Pourtant j'avais tout préparé.
Regardez un exemple d'informatique graphique où on crée des arbres. C'est un travail qui a été fait par un de mes étudiants qui est maintenant aux États-Unis. Il travaille avec une entreprise de jeux vidéo. Alors là, l'objectif, c'est de créer, par exemple, comment éclairer un arbre par le ciel et le soleil. Et il y a beaucoup d'éclairage parce que l'éclairage vient du ciel et du soleil. Le soleil éclaire la terre qui réfléchit et puis la lumière va passer à travers toutes les feuilles. Alors, est-ce qu'on est capable de calculer tout cet éclairage-là, hein? L'éclairage, c'est-à-dire la lumière qui vient, elle rebondit, et après elle va éclairer par le sol, etc. Donc là, on va voir rapidement ce que ça peut donner en temps réel. Tout ça, ça a été fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est la suite, vous allez voir. Créer des images de synthèse avec un éclairage efficace permet de voir vraiment la profondeur, le relief. Alors là, c'est ça. On voit bien le relief ici, peut-être que ça ne se voit pas très bien. Regardez. Et ça, c'est calculé en temps réel avec des cartes graphiques. Alors derrière tout ça, il y a tout un modèle mathématique qui permet de simplifier les calculs. Alors, je reviens. Donc, l'informatique graphique, ça a pris une ampleur extraordinaire cette dernière décennie. C'est dans ce domaine que je travaille surtout, comment créer des images de synthèse. Donc, je vais expliquer. Mais avant, regardez un peu cette image-là. On pourrait croire que c'est réel. Mais en fait, c'est vrai que c'est virtuel, mais on arrive ici à créer vraiment une peau avec des propriétés physiques. Par exemple, la lumière, quand elle pénètre dans la peau, elle est diffusée dans la peau et elle ressort par tous les endroits de la peau. Et là, derrière tout cela, il y a un modèle de physique qu'on appelle de réflexion sous-surfacique. Là, par exemple, si je pose la question, je vous dis, est-ce que c'est réel ou virtuel? Une question. Réel? Voilà. Alors, non, le bâtiment au fond est réel, mais le pont n'est pas réel. Alors, c'est une étude qui a été faite avec un de mes étudiants, avec le Centre scientifique et technique du bâtiment à Nantes. L'objectif, c'est de dire, voilà, comment on peut éclairer ces ponts. Mais pour le faire, donc, grâce à des systèmes à base de laser, on a mesuré la géométrie du pont, on a reconstruit la géométrie du pont, et on a plaqué sur cette géométrie-là des photos du pont, que vous voyez là. Je ne sais pas si... Donc, bon, je ne vois pas très bien. Et l'eau, en fait, ce n'est pas une eau réelle. Donc, elle a été créée, c'est une image de synthèse. C'est un modèle 3D. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au-dessus? On a mis des sources de lumière. Hein. Ça, ce sont des sources artificielles, puisque le pont est artificiel ici. Et puis après, derrière ça, on a lancé un calcul de l'éclairage. Comment simuler l'éclairage? Comment calculer les rebonds de la lumière apportés par ces sources de lumière sur l'eau, sur le pont. Et ça, c'est des images de synthèse, mais c'est de la simulation. Derrière cela, il y a la physique, il y a des calculs mathématiques assez précis. Même chose ici, le pont est artificiel, l'eau aussi est artificielle. C'est du modèle 3D rendu avec des techniques d'informatique graphique. Là aussi, ça c'est un petit cabinet de peinture italienne au Louvre. Et l'objectif est de dire, voilà, quand je regarde le tableau qui est juste en dessous de la fenêtre ici, là, par exemple, si je le regarde, ben, je ne peux pas le regarder correctement, je suis ébloui par la lumière qui vient par la fenêtre, à travers la fenêtre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là, l'image que vous voyez, c'est du virtuel. Donc l'étudiant, il a modélisé, c'est-à-dire il a créé un modèle en 3 dimensions, et puis il a plaqué, par exemple ici sur tous les tableaux, il a pris une photo de ces tableaux-là, il est plaqué sur de la géométrie. Et après, on dit, voilà, est-ce que si on mettait un petit rideau, dont on connaît les propriétés d'absorption de la lumière, est-ce qu'un utilisateur, lorsqu'il va regarder le tableau en dessous de la fenêtre, va être ébloui? Alors la réponse ici, on peut la donner parce qu'on peut calculer de manière précise la lumière, la quantité de lumière qui provient de la fenêtre. Et on peut dire, voilà, on peut ne pas être ébloui si on met par exemple, ce type de rideau. Alors derrière ça aussi, il y a pas mal de calculs, et c'est de la physique, c'est des mathématiques, et aussi, on verra tout à l'heure, c'est aussi beaucoup de choses sur la perception visuelle, comment l'homme perçoit la couleur, les mouvements, etc. D'accord? Là, on ne voit pas très bien ici, mais
Ça, c'est une image de synthèse faite par un de mes étudiants. L'objectif, c'est vraiment de simuler tous les différents types d'interactions entre la lumière et les objets. Il y a des diffusions, la réflexion, la réfraction, mais aussi, par exemple, à l'intérieur de cette pièce-là, vous avez de la fumée. Comment la lumière va être diffusée par la fumée. Et tout ça, c'est calculé. C'est calculé. Mais vous allez me dire, ça va demander beaucoup de temps de calcul, c'est vrai, mais on a pas mal, dans le domaine, on a créé pas mal de méthodes rapides qui utilisent la carte graphique pour aller encore plus vite. Mais là, ça, dommage que vous ne voyez pas très bien ici, mais c'est on génère ici tous les effets, en fait, on met les effets de la diffusion de la lumière dans le milieu qui est là, au milieu, c'est une fumée, et la lumière, quand elle va traverser ces carreaux-là, en fonction de la couleur du carreau, donc elle va prendre une certaine couleur, en général du carreau. Donc ça, c'est de l'informatique graphique. Alors comment on fait? On va voir ça, hein, parce que pour faire ça, il faut créer un modèle en 3 dimensions. Là, on est dans un modèle à 3 dimensions. On place les objets dans ce modèle, dans ce monde à 3 dimensions, c'est-à-dire on définit un repère à 3 dimensions et on place les objets par rapport à ce repère-là. Je vais y revenir ici, là, tout à l'heure. Alors voilà, très rapidement, donc le plan de l'exposé. Je parlerai au début de l'informatique graphique, quelques images, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et puis quelques exemples sur la modélisation de villes, simulation d'éclairage, le rendu d'herbe, et je conclurai. L'informatique graphique, vous voyez, donc, comme je vous l'ai dit, ça consiste vraiment à effectuer ce qu'on appelle une modélisation géométrique, hein, c'est-à-dire on va créer un monde virtuel en 3 dimensions. Ce monde virtuel, on va, par exemple, ce sera un ensemble d'objets dans un monde 3 dimensions. On va associer à des objets ce qu'on appelle l'apparence, c'est-à-dire est-ce que l'objet est rouge, vert, bleu, c'est du plastique, c'est du cuivre, etc. Est-ce que c'est de la fumée? Donc ce qu'on appelle l'apparence. Puis après, on effectue un rendu. Qu'est-ce que c'est qu'un rendu? C'est-à-dire que comme on a un monde virtuel en 3 dimensions, c'est un ensemble d'objets. Chaque objet donc a ses caractéristiques d'apparence, c'est-à-dire sa façon de réfléchir, d'absorber la lumière. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On est dans ce monde virtuel, on place une caméra virtuelle aussi, exactement comme un appareil photo caméra, et on va demander à la caméra virtuelle de capter une image de la scène en simulant tout l'éclairage. Parce que là, quand on voit ici l'éclairage, c'est assez compliqué. Donc on simule l'éclairage, on calcule une image de synthèse. Okay? Donc ça, c'est le rendu. Et ça demande beaucoup de temps de calculer. Après, on peut animer des objets en les déplaçant dans une scène, dans l'environnement 3D. On peut animer aussi la caméra qui va bouger aussi, etc. Et tout ça, ça peut se faire en temps réel. Très rapidement, ici, vous voyez, donc la caméra est toute simple. Vous voyez, caméra ici, ça c'est le capteur de la caméra ou le plan image qui est divisé en pixels. Vous voyez, donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? À travers chaque pixel, on va calculer la lumière qui arrive. Par exemple, ici, vous avez une source de lumière qui éclaire ce point-là, qui réfléchit dans cette direction-là. Donc, on va stocker pour ce pixel-là la lumière réfléchie et qui aura une certaine couleur. Mais là, vous avez uniquement un éclairage direct, parce que si vous avez un objet qui est là, la lumière, la lampe éclaire l'objet qui réfléchit vers ce point, qui réfléchit ici. Et ça, on peut avoir de multiples réflexions, réfractions et tous les phénomènes, toutes les interactions possibles. Donc, à droite, c'est le monde virtuel. À gauche, ici, c'est ma caméra que je place dans le monde virtuel. Et après, je calcule ce qui arrive à travers chaque pixel de ce monde virtuel éclairé par des sources de lumière. L'éclairage est direct et indirect. Donc c'est ça la synthèse d'image en informatique graphique. Là, ce schéma synthétise un peu ce que j'ai dit ici. Alors, est-ce que je n'arrive pas à trouver? Ici, par exemple, c'est marqué « On crée le modèle géométrique de mon environnement virtuel ». On associe à tous les objets de cet environnement une apparence, c'est-à-dire des propriétés physiques, couleurs, etc. Et puis on dit, voilà, le programme, vous avez un programme ici de rendu, et qui peut même animer la scène, en déplaçant la caméra ou les objets. Donc cette technique de rendu nous permet de générer une image de synthèse. Donc ça, c'est de l'informatique graphique qui est utilisée en réalité virtuelle, qu'on verra tout à l'heure. Alors, maintenant je vais parler de réalité virtuelle. Tout à l'heure, on avait donné quelques définitions. On peut donner d'autres définitions, parce qu'il y en a pas mal. Qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle? C'est-à-dire qu'ici, c'est marqué un programme qui permet de générer une information multisensorielle calculée par ordinateur et qui traque un peu un utilisateur. C'est-à-dire que vous allez voir tout à l'heure qu'un utilisateur, il peut bouger réel. Et quand il bouge, le monde virtuel, la caméra du monde virtuel va bouger.
Je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples. Alors, on peut dire aussi immersive VR, réalité virtuelle, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire en sorte que l'utilisateur se sente immergé dans ce monde virtuel, comme s'il était dans le monde virtuel. C'est pour ça qu'on dit que, et si le virtuel rejoint la réalité, hein, comme si c'était réel. Là, vous verrez tout à l'heure quelques vidéos qui expliquent ceci. Donc, l'objectif de la réalité virtuelle, c'est, à partir d'images de synthèse dans l'environnement virtuel, faire en sorte que l'utilisateur se sente immergé dans ce monde, comme s'il appartenait à ce monde virtuel. Alors, comment on va voir tout à l'heure, hein? Donc, la réalité virtuelle, c'est ça. Ici, sur le schéma, comme on a vu tout à l'heure, la réalité virtuelle, c'est permettre à l'utilisateur d'interagir avec ce monde virtuel. Et comment il va voir ce monde virtuel? Parce que grâce à ce moteur de rendu qui va générer une image et qui va être affichée sur des lunettes, on verra tout à l'heure, ou sur un écran que va voir l'utilisateur. Ici, pour faire de la réalité virtuelle, pour se sentir immergé, il faut du matériel. Ici, regardez, on va voir une vidéo tout à l'heure. Ici, vous avez par exemple, nous à Rennes, on a une grande pièce où il y a 1, 2 en face, 3 en bas, 4 écrans assez grands, 9 mètres sur 3 mètres, celui d'en face et pour le sol. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On a les images de synthèse, on va les envoyer vers des projecteurs, comme ici on envoie l'image, sur ces 4 écrans. Et vous allez voir une image de synthèse, ce monde virtuel, en grandeur nature. Et après, vous verrez que l'utilisateur qui est au milieu, que vous voyez ici, il a des lunettes, il va voir ces lunettes, le monde virtuel, et puis après, on va voir que sur la tête, il va avoir un genre de capteur de position quand il va bouger comme ça. C'est comme si la caméra virtuelle qui voit le monde virtuel va bouger en même temps que lui. Donc, il va voir une autre image de ce monde virtuel. Donc, il nous faut pour faire ça du matériel, ce qui est marqué ici. Par exemple, ici, le device, il faut qu'il y ait, par exemple, des périphériques dans la main, c'est-à-dire vous allez voir des systèmes, des gants qui nous permettent, par exemple, de faire bouger le monde virtuel, etc., d'attraper un objet virtuel, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir ici, dans cette vidéo. C'est un travail qui a été fait dans notre laboratoire par des collègues. Je vais peut-être passer. C'est un travail qui a été fait. Plus lentement, avance lentement. Voilà. Je vais juste vous montrer ce que je voudrais vous montrer. Là, c'est au lieu où nous nous trouvons. Les anciens chercheurs de l'INSA contribuent en recherche. C'est un ancien de Morlaix. C'est un gars de Guingamp, c'est un collègue professeur un laboratoire qui a travaillé même à Morlaix pendant ses études. Et d'autres partenaires de recherche. Les chercheurs travaillent dans une équipe de recherche qui s'appelle Hybride, dont le sujet traite de réalité. C'est ça que je vais vous montrer, la salle de réalité virtuelle. Elle est composée de 4 écrans géants dans lesquels on va pouvoir placer l'utilisateur dans l'environnement virtuel à l'échelle 1. Et donc ces 4 écrans géants, ils sont donc de dimension 9,60 m par 3,10 m de haut. Et l'écran au sol 3 mètres aussi sur le 9,60 m et 2 écrans sur les côtés. Et donc il y a de la vidéoprojection par l'arrière qui permet que l'ombre de l'utilisateur ne soit pas projetée à l'intérieur de la salle. Pour projeter les images de synthèse sur ces écrans, il y a 13 vidéoprojecteurs, donc 8 pour l'écran principal, 1 pour chacun des côtés et 3 pour l'écran du sol. Donc il y a aussi du son 3D dans la salle pour l'immersion et il y a un dispositif de tracking qui permet de capturer le mouvement de l'utilisateur en temps réel et d'adapter les images de synthèse en fonction du point de vue de l'utilisateur. Plus lentement, avance lentement, voilà. Un peu plus à gauche.
Voilà. Donc voilà la salle de réalité virtuelle. Alors, on ne vous a pas montré un peu les... Il y a les lunettes que portent les utilisateurs. Là, on peut mettre des casques. Vous voyez, le casque, souvent, il n'est plus utilisé maintenant. Derrière, sur la tête, il y a un capteur de position et de rotation. Quand on bouge comme ça, donc on tourne, on avance, c'est comme la caméra virtuelle qui regarde ce monde virtuel, elle va bouger en même temps que lui. Donc, il a l'impression de se déplacer dans un monde virtuel. Alors là, par exemple, le cas, c'est quoi? C'est que quand on bouge comme ça, hop, on calcule des images de synthèse pour l'œil gauche, l'œil droit, et on les affiche sur des petits écrans sur le casque. Et vous êtes complètement immergé dans ce monde-là. Mais ça fait mal, ça fait mal aux yeux, c'est cher, ça fait mal aux yeux. Maintenant, il y a surtout des lunettes avec un obturateur, le shutter, l'obturateur qui va cacher un œil sur deux. Quand je génère une image pour une image, je ferme l'œil gauche, c'est l'œil droit qui va voir l'image, et puis juste après, j'envoie une image gauche pour l'œil gauche, et je bloque l'œil droit, etc. Et vous avez l'impression de voir deux images, et c'est ça la stéréoscopie. Hein. On a deux yeux pour voir la profondeur, hein, le relief, etc. Donc ça, on peut avoir ça. On peut aussi avoir des gants. Par exemple, c'est comme vous voulez toucher un monde virtuel, vous avez des capteurs au niveau des gants, et vous avez même des retours d'effort, c'est-à-dire que quand vous bougez un objet virtuel, il y a un retour d'effort, et vous sentez que l'objet virtuel résiste, etc. Donc il y a des choses un peu plus sophistiquées comme cela. Voilà. Donc les applications sont énormes. Hein. L'architecture, par exemple, nous on a travaillé pas mal dans l'architecture, c'est-à-dire comment simuler l'éclairage d'un immeuble avant de le construire, quand vous placez les fenêtres. Donc après vous avez donc l'entraînement pour, par exemple, dans pas mal de domaines, au niveau de l'aviation, au niveau même de la station spatiale mondiale. On en parle beaucoup maintenant. On peut tout simuler avant de partir là-bas faire des essais. On simule en médecine, en ingénierie, le commerce, et l'avant-dernier c'est les jeux vidéo, puis après la fabrication, dernier point. Donc il y a beaucoup d'applications, on voit partout donc l'informatique graphique et la réalité virtuelle. L'architecture, par exemple, ici, avant de construire un immeuble, ben, on peut tout simuler, créer en 3 dimensions l'immeuble, les scènes, les couleurs, les tapisseries, etc. Et puis après, on peut simuler l'éclairage et voir si c'est bien éclairé ou non. Et etc. L'entraînement militaire ici, et surtout ici, par exemple, au niveau de la NASA, il y a eu beaucoup, donc la NASA, il y a beaucoup d'entraînement avant d'aller, par exemple, dans la navette spatiale, qu'on appelle ça. Ouais, oui. Ben voilà. Donc il y a tout ça, la réalité virtuelle permet de le faire. Alors là, je vais vous montrer un autre projet de réalité virtuelle fait par un collègue aussi, c'est le même qu'on a vu tout à l'heure, avec des partenaires. Alors c'est pas l'INSA de Rennes, c'est surtout l'INRIA de Rennes. L'INRIA de Rennes ici, hein. INRIA de Rennes. Et le CEA, vous voyez, donc une école d'ingénieurs l'ENIB qui est à Brest, hein, une petite boîte Goalem en France, et Nexter, c'est l'acte Jet Industrie, hein, c'est l'armée qui... Donc ça, ici, vous allez voir que vous aurez un humain réel qui va collaborer avec un humain virtuel, et dans le but de la formation industrielle qui exploite la technologie de réalité virtuelle. On va voir les vidéos, mais juste un autre transparent. Quel est l'objectif ici? C'est abstraire et banaliser l'interaction humain-réel HR, humain-virtuel HV. Donc les humains vont pouvoir saisir des objets en même temps, chacun de son côté, et on peut voir aussi que la perception, donc l'humain réel peut percevoir ce que fait l'humain virtuel et vice-versa, et on peut échanger donc le rôle de l'humain réel et l'humain virtuel. Donc on va voir une vidéo qui est, je trouve, intéressante.
ici, vous avez un humain virtuel va collaborer avec un humain réel pour effectuer une certaine tâche. Voilà. Vous voyez, au fond, là, vous avez donc les 4 écrans, 1, 2, 3 et en bas 4. Donc on affiche l'image de synthèse sur ces 4 écrans, et là, c'est un humain réel, c'est une étudiante, qui a un dispositif ici qui permet d'aller attraper des objets, par exemple. Et elle a des lunettes. Alors les lunettes, c'est quoi? À quoi ça sert? C'est pour la stéréoscopie. Alors voilà, vous allez voir, elle va déplacer un objet. Et surtout, on verra tout à l'heure qu'elle va dialoguer avec l'humain virtuel. Elle va lui dire des choses. Après, il faut reconnaître la parole, l'analyser, et puis l'humain virtuel va lui parler. Dans ce cas-là, on parlera de synthèse de la parole. Donc, il y a une tâche collaborative entre le réel et le virtuel, l'humain réel et l'humain virtuel. Voilà, l'humain à droite, c'est l'humain virtuel. Là, comme c'est un contrat, un projet avec Giat Industries et Nexter, ça s'appelle maintenant. Donc là, il y aura une collaboration entre l'humain virtuel et réel, ça va venir. Le virtuel qui bouge l'objet. Oui, donc vous voyez, c'est l'humain virtuel qui lui parle. Elle va lui répondre. Elle lui répond, mais il comprend. Hein. Ça, c'est programmé, bien sûr. Par contre, quand on parle, on synthétise, on enregistre la parole. Après, quand l'humain virtuel parle, c'est la synthèse de la parole. On va continuer. On va voir d'autres vidéos. Alors, les applications en médecine. Et donc, en réalité virtuelle, il y a pas mal d'applications en médecine. On va voir un exemple ici. Donc, on peut faire de la réalité virtuelle et réalité augmentée. On peut même faire de la téléopération à distance grâce à la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Là, souvent, la réalité virtuelle en médecine permet d'entraîner un peu des jeunes chirurgiens à effectuer des opérations. Et donc planifier, ce qui est marqué ici, organiser, planifier des opérations chirurgicales, hein, pour l'enseignement de la médecine et de la chirurgie. On va voir un projet ici qui a été effectué aussi par une équipe de notre laboratoire, et dont les partenaires sont l'INRIA, toujours de Rennes, hein. INRIA et IRISA, c'est la même chose, hein, je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis l'équipe donc hybride IRISA, et puis après, ah oui, c'était INSA. Et puis un autre laboratoire de Rennes qui s'appelle le LTSI. Donc l'objectif, c'est former du personnel hospitalier en bloc aléatoire, opératoire, pour l'enchaînement de tâches techniques. Alors j'ai dit aléatoire, pourquoi? Parce que dans toutes les techniques derrière, on verra tout à l'heure, on travaille beaucoup avec l'aléatoire, hein, parce que je dirais quelques petits détails, si je n'oublie pas. C'est-à-dire, pour ceux qui sont un peu scientifiques, c'est tout ce qui est stochastique, probabiliste, Monte Carlo, etc. Donc c'est pour ça que souvent je parle d'aléatoire. Hein, donc voilà, c'est une opération. Donc l'objectif ici, donc formation là, en neurochirurgie. Hein, et je vais vous montrer, donc je vous laisse regarder un petit peu. Donc on peut simuler des opérations. Hop. Est-ce que ça va marcher? Non, c'est pas grave. On va refaire la manip. Hein. On va refaire la manip.
pas le détail, je vous montre juste un peu. Alors vous allez voir que des fois il y a une image un peu déformée, j'expliquerai pourquoi. Parce que regardez, l'utilisateur quand il marche là, quand il marche, il a un capteur de position qui permet de, quand il marche, il bouge, il touche, la caméra qui va capter l'image de ce monde virtuel va bouger comme lui. Donc, vous voyez, lui il voit bien l'image. Mais par contre, ça, c'est filmé avec une caméra extérieure, ce qui fait que ce que vous voyez à gauche ici, c'est un objet qui est déformé, c'est normal, parce que ce n'est pas ce que voit l'utilisateur ici. Donc, je vais aller vite ici. Donc, voilà, donc, on peut simuler pas mal d'interventions. Là, il bloque, voilà. Il a essayé d'éclairer un peu le bloc. Il le déplace grâce le système qu'il a à sa main. Donc vous avez beaucoup de périphéries comme ça qui permettent d'interagir avec les objets de la scène, de bouger, etc. D'envoyer par exemple des signaux à un humain virtuel. Il dit voilà, je vais te parler, je parle après, etc. etc. Donc ça, c'est un... Donc j'ai d'autres vidéos à vous montrer. Alors, ça c'est jusqu'à présent, on a parler de l'informatique graphique, c'est-à-dire comment créer des images de synthèse d'un monde virtuel qu'on va créer nous-mêmes. Et calculer des images en déplaçant une caméra virtuelle. On a vu aussi la réalité virtuelle, donc c'est-à-dire comment permettre à des gens de s'entraîner pour la chirurgie, pour l'espace, pour par exemple en centrale nucléaire, par exemple en milieu dangereux par exemple. On peut simuler des réparations en créant un monde virtuel, c'est-à-dire de la centrale nucléaire, et puis entraîner le personnel. Mais maintenant, ça c'est que du virtuel. Mais est-ce qu'on est capable de rajouter du réel? Si on peut mélanger du réel et du virtuel, dans ce cas-là on va gagner, on appellera ça réalité augmentée, comme la réalité virtuelle augmentée par du réel et vice-versa. Donc c'est cette troisième partie dont je vais parler. Okay. Donc c'est ce qui est marqué en haut, c'est que en réalité virtuelle, d'accord, l'utilisateur va se sentir complètement immergé dans un monde virtuel. Mais au contraire ici, par exemple la réalité augmentée, AR c'est augmented reality, hein, c'est réalité augmentée, ça permet à l'utilisateur de voir à la fois le monde virtuel superposé au monde réel, donc les deux mondes ensemble. Et ça, il y a beaucoup d'applications pratiques. Alors, j'ai pas mal de vidéos, mais de l'armée, mais je ne vous montrerai pas. J'ai d'autres vidéos de réalité augmentée. Parce qu'on a une équipe qui travaille beaucoup avec l'armée. Alors, ici, ce qui est marqué ici, c'est comme pour l'utilisateur, le monde réel et le monde virtuel, ils coexistent, ils sont ensemble. Il y a beaucoup d'applications dans ce domaine. Si on regarde le schéma de tout à l'heure, je rappelle rapidement, en haut à gauche ici, on a dit, je veux créer un monde virtuel, parce qu'il est là, je veux créer un monde virtuel, sa géométrie, ses paramètres physiques, couleurs, réflexion, etc., propriétés physiques de réflexion, et puis après on effectue un rendu, d'accord. Et après, si je veux agir sur les objets du monde virtuel, je fais de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle utilise pas mal de matériel, de périphériques qui permettent d'avancer dans le monde virtuel, mais aussi l'image de synthèse qui est générée par le rendu. En réalité augmentée, en fait, le système de réalité augmentée va utiliser des images de synthèse de ce monde virtuel et il va les combiner à des images réelles. Par exemple ici, vous voyez, ça c'est un robot, c'est une image réelle, et c'est un robot en fil de fer ici, c'est du virtuel, d'accord? On va les mélanger. Ça, c'est la réalité augmentée. Ici, un exemple, comment on fait? Comment ça se passe, la réalité augmentée? Regardez. Ici, vous avez une scène réelle. Ça, c'est une salle de conférence de l'IRISA. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un monde, reconstruire en 3 dimensions cette scène-là. 3 dimensions, on peut reconstruire. Alors, comment on fait? C'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une caméra, on prend une image, une deuxième, troisième, quatrième, et vous avez des algorithmes derrière qui reconstruisent en 3 dimensions. D'accord? On appelle ça la reconstruction 3D. Une fois que j'ai reconstruit cette scène en 3 dimensions, donc j'ai un monde virtuel, un modèle virtuel. Alors maintenant, comment je vais
plaquer ce monde virtuel sur l'image réelle ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais visualiser, grâce à des techniques d'informatique graphique, le modèle 3D que j'ai reconstruit, et je vais créer une image de synthèse en plaçant une caméra que vous voyez ici. Elle est virtuelle, celle-là. Elle va me permettre de voir une image de ce monde virtuel. Mais je vais la déplacer jusqu'à ce qu'elle coïncide avec la caméra qui m'a permis d'avoir cette image virtuelle. En la déplaçant comme ça dans le monde virtuel, hop, ça veut dire que les deux caméras correspondent à la même vue, monde virtuel, monde réel, et je les combine tous les deux. D'accord? Donc ça. Alors la technique qui permet de faire bouger la caméra virtuelle pour qu'elle colle bien la caméra réelle, donc c'est une technique où il y a pas mal d'aspects mathématiques, hein, des géométries, d'optimisation, etc. etc. Donc ça, c'est la vision par ordinateur. Okay? Donc voilà, bouge, bouge, bouge. Une fois que là, hop, là j'ai trouvé la bonne position de la caméra virtuelle. Et regardez en bas à gauche ici, vous avez l'image réelle que vous voyez là, mais on a surimposé et superposé des polygones. En fait, le monde virtuel, c'est des polygones en bleu. Hein, en bleu ici, qu'on a reconstruit. Donc, ça, c'est la réalité augmentée. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut générer une image de synthèse du monde virtuel, mais qui correspond à l'image ici réelle. Les applications sont nombreuses. Ici, vous regardez à droite ici, tout est réel sauf la petite voiture. D'accord? Alors, vous allez voir, tout ce qui est sur la table, c'est réel. C'est-à-dire, ok, voilà. Mais on a un modèle en 3 dimensions. Donc, chaque objet est réel, mais on a un modèle 3 dimensions. Regardez, la voiture va percuter ce qu'on voit à gauche. Hop, voilà. Regardez là, hop, il y aura... Non. Allez, ça va venir. Alors tout ça, ce qui bouge est réel, mais par contre la voiture n'est pas réelle. Alors là, l'interaction entre l'objet qui bouge et la voiture se fait dans le monde virtuel. Parce qu'on connaît l'objet qui bouge réel, on connaît son modèle géométrique dans le monde virtuel, et l'interaction avec la voiture qui est virtuelle, on va le calculer dans un monde virtuel. Après, on projette des images de synthèse à chaque fois. Hein. Donc ça, c'est de la réalité augmentée. Hein. Alors, on va regarder une vidéo. Sûrement que ça ne va pas marcher. Non, ça marche. Non, ouais. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo ici. Vous voyez, donc on a un bureau virtuel et on a reconstruit un peu quelques parties de ce bureau. Si on file en rouge. Donc je vais accélérer peut-être un peu. Parce qu'on va voir des objets virtuels qui vont bouger ici, un ballon. Voilà. Alors, vous voyez, des petits ballons, c'est des virtuels, alors qu'on est dans un monde virtuel. Hein, il y a des objets qui... Donc ça, c'est aussi la réalité augmentée. Donc les applications, là, ce n'est pas une grosse application, mais juste pour illustrer un peu le principe de réalité augmentée, du mélange du réel et du virtuel, à partir de reconstruction 3D du monde virtuel. Alors, on continue. Parce qu'il y a d'autres vidéos à vous montrer. Alors maintenant, je reviens. Je vais vous montrer, on a regardé un peu quelques images, pas mal de vidéos réalité virtuelle, réalité augmentée. On a vu tout au début une vidéo sur le rendu d'arbres, qui était une méthode assez efficace et précise, mais on peut générer des villes, mais je ne vais pas vous montrer des vidéos. Tout à l'heure, si j'ai le temps, je montrerai. Donc, vous voyez, dans cette ville-là, on peut créer une ville avec plein de bâtiments. Alors, ce qui est intéressant, c'est marqué modélisation procédurale, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer les objets un par un bâtiment, un étage, etc. Donc, on a une méthode, un programme qui va lui-même générer tous les bâtiments. La géométrie très rapidement. On lui donne quelques paramètres, hop, ça génère. Et je passe au bâtiment suivant. Et au final, on a une géométrie assez complexe, mais générée très facilement, hein, à l'aide de méthodes qu'on appelle de procédures en informatique. Hein. C'est un petit programme qui génère ça. Et alors là, dans pas mal de films d'animation en 3 dimensions, on utilise ces techniques procédurales qui permettent de calculer, de générer des scènes
virtuelle assez compliquée. Alors, vous voyez, par exemple ici, beaucoup de buildings, hein, beaucoup de buildings. Alors nous-mêmes, on a travaillé un peu sur ça il y a quelques années, et là, ça vous rappelle quelque chose, ces bâtiments-là? Oui? Non? C'est la place de la mairie, peut-être que vous avez raison, oui, oui. C'est au Place des Lys, hein, place de la mairie. La place de la mairie, je pense, je ne me rappelle plus. Oui? Voilà. Oui, tout à fait. Donc ça a été géré par mes étudiants, et tout simplement, regardez, on n'a pas créé l'objet objet par objet, c'est juste, vous voyez, c'est en programmation. Vous voyez ce que vous voyez ici. En fait, je ne vais pas expliquer en détail cela. Et là, vous avez, donc on a des paramètres, on a un système qui est défini par une grammaire, c'est un langage en fait. Parce qu'un langage informatique, c'est comme un langage parlé, mais il y a une grammaire, une syntaxe. Donc on a défini un langage qui dit voilà, je voudrais tel bâtiment, une tour qui a tant d'étages, qui a tant, etc., avec des paramètres, et hop, voilà, et ça génère tout cela. Alors ce qui est intéressant ici, que c'est un petit programme qui génère ça, c'est un programme source, c'est-à-dire un langage, et ce langage-là, ce sont des instructions qu'on peut transmettre sur Internet, qui ne prennent pas beaucoup de place, mais au niveau du client, de l'ordinateur qui va recevoir cette description très simple de bâtiments complexes, on récupère ça, et puis après on va dérouler ce qu'on appelle un système de réécriture qui va régénérer la vraie géométrie à partir de ce langage. Donc ça, c'est toujours l'informatique graphique. Donc là, il y a une vidéo, je ne vais pas vous montrer, mais par contre, j'aimerais bien vous montrer celle-là, c'est le travail de mes étudiants, c'est toujours l'informatique graphique. Est-ce qu'on est capable de simuler l'éclairage dans un environnement compliqué, c'est-à-dire multiples réflexions, réfraction, absorption, fumée, etc. La réponse est oui, parce que les techniques ont beaucoup évolué avec des techniques informatiques, des cartes graphiques rapides, des algorithmes qui se basent sur le... Tout à l'heure, je parlais d'aléatoire, stochastique, des probabilités, etc. Donc, je trouve que, vous allez voir, ça a été fait, non, bien sûr. A été réalisée par un de mes étudiants en collaboration avec le Centre scientifique et technique du bâtiment à Nantes, et notamment la division éclairage, qui s'intéresse à l'éclairage. Notamment, tout à l'heure, j'avais montré les ponts, l'éclairage des ponts, c'est avec eux aussi qu'on a fait ça. Donc voilà, l'objectif ici, c'est de dire, voilà, comment je vais éclairer cette villa. Et la lumière, ici, on calcule les multiples réflexions. Vous voyez, la lumière éclaire le sol, qui éclaire le mur, qui éclaire, tout ça c'est calculé, d'accord, par des techniques qu'a développé cet étudiant-là. Et donc ça, les valeurs de la lumière, des grandeurs physiques, hein, on calcule des vraies valeurs, c'est pas uniquement pour des images de synthèse, parce qu'on veut calculer l'éclairage, est-ce qu'il est suffisant ou non, est-ce que le confort visuel est bien ou non, est-ce qu'on voit bien les choses, etc. Donc tout ça, c'est l'informatique graphique. Alors je vous disais tout à l'heure que c'est grâce à l'informatique graphique qu'on a la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Hein, d'accord ? C'est grâce à ces techniques-là. Okay. Alors, voilà, donc je vais continuer. Alors là, c'est un travail que j'aime bien, c'est un de mes étudiants aussi qui a réalisé aussi la vidéo sur l'arbre, la synthèse de l'arbre qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, c'est... Alors, on va voir, ça va marcher? Non. OK. Alors, où est-ce qu'il est le prince?
l'étudiant qui a fait donc cette vidéo, c'est lui le responsable à Orlando, Floride. Orlando, donc c'est lui le responsable du rendu dans une grosse société qui s'appelle Electronic Arts, qui est un des leaders mondiaux du jeu vidéo. Mais c'est un gars exceptionnel. Donc il s'appelle Kevin Boulanger. Donc là, vous avez des centaines de millions, peut-être des milliards de brins d'herbe. Alors comment les créer, ces brins d'herbe? Premièrement, comment les éclairer? Deuxièmement, comment calculer les ombres portées? C'est-à-dire des brins d'herbe qui cachent d'autres brins d'herbe. Mais tout ça, c'est presque en temps réel. En utilisant les cartes graphiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cartes graphiques, ce sont des processeurs qui eux-mêmes contiennent plus de 300 processeurs. C'est-à-dire on peut calculer 300 choses en même temps. Et c'est ça le progrès, ça ne cesse de progresser. Donc là, vous voyez, donc des millions, des centaines de millions de brins d'herbe, et ça c'est rendu presque en temps réel. Vous allez voir, on va aussi bouger les sources de lumière pour... oui, donc ici, ce qu'il fait, en fait, c'est... Quand il crée ces brins d'herbe, c'est des carreaux de brins d'herbe, des tuiles qu'on appelle ça en termes techniques, qu'on va dupliquer un peu plusieurs fois. Mais quand on les duplique, on va changer leur orientation pour qu'il n'y ait pas de... On appelle ça les coutures, hein, les discontinuités entre chaque carreau. Donc voilà, ça c'est les ombres. On bouge la source de lumière, c'est le soleil. Et on a... Mais ça c'est approché. Alors là aussi des techniques aussi approchées qui permettent d'aller vite. Parce que tout ça, ça demande beaucoup de mémoire, beaucoup de temps de calcul. Hein. D'accord. Voilà. On voit les ombres par terre. Voilà, c'est la fin, je pense, c'est la fin. Voilà, j'ai d'autres vidéos, je pourrais vous montrer, mais... Alors, quelle est la conclusion de tout cela, hein? C'est que on a besoin maintenant de plus en plus de réalisme. Quand on voit les films 3D, les simulations en réalité virtuelle, je veux du réalisme parce que quand on fait de la réalité virtuelle et qu'on projette une image, qu'on regarde avec des lunettes, il faut aussi que ces images soient le plus réalistes possible et aussi il faut prendre en compte les propriétés du système visuel humain. Et ça, quand on calcule des images de synthèse, on prend en compte. Je ne l'ai pas expliqué ici, mais il faut connaître la physique de la lumière, les mathématiques derrière, l'informatique, parce qu'il faut programmer tout ça, il faut maîtriser, parce que c'est des gros logiciels, il faut savoir connaître beaucoup de mathématiques différentes, c'est ça l'intérêt, c'est ce que j'ai mis ici, mathématiques, même des mathématiques qu'on a appris longtemps, ou c'est très abstraites, sont applicables. Par exemple, je donne un exemple ici, si je regarde un point ici, je le vois parce qu'il m'envoie de la lumière. Il réfléchit la lumière. Mais la lumière, elle vient d'où? Elle vient de toutes les directions. Il y en a des milliards de directions. Je ne peux pas prendre en compte toutes les directions. Je dis, voilà, cette direction, je la réfléchis, j'ai la lumière ici, etc. Alors, comment on fait? En fait, il y a pas mal de techniques mathématiques qui permettent de choisir certaines directions. Par exemple, 200, 400, 500 directions, de telle façon que le résultat soit le plus proche possible de la réalité. Donc ça, c'est des mathématiques abstraites. On travaille dans les espaces mathématiques. Alors, la physique aussi, la lumière c'est quoi? Ce sont des ondes qui se propagent. Il faut qu'on sache ce que c'est qu'une onde, ce que c'est qu'un spectre associé à une lumière. Et aussi, il faut savoir aussi accélérer les calculs, ce qu'on appelle le parallélisme en informatique. Donc toutes ces... J'ai oublié aussi la notion de colorimétrie. Color science, c'est le science de la couleur. La colorimétrie, il faut qu'on sache ce qu'est une couleur. Qu'est-ce que c'est qu'une couleur en fait? On peut poser la question à beaucoup de gens, mais pas répondre. La couleur, c'est toute une définition. Et la couleur aussi, quand je vois un objet ici, sa couleur dépend des objets autour de cet objet-là, etc. Donc il y a des modèles de couleurs dans la littérature qu'on utilise et qu'on applique lorsqu'on crée des images de synthèse. Okay. Donc les applications, on l'a vu, les jeux vidéo, l'architecture, la médecine, etc. Nous, on fait beaucoup de simulations d'éclairage aussi, parce qu'on veut générer des images de synthèse de haut niveau de réalisme. Alors là, j'ai mis ça pour les étudiants ou les élèves. Je me suis dit, j'espère qu'il y a des élèves ici, j'espère qu'il y en a, ou des étudiants
pour les encourager quand même à travailler dans ce domaine parce que c'est très riche. C'est un ensemble de méthodes scientifiques, mathématiques, physique, informatique, perception visuelle, etc. La perception visuelle, c'est extraordinaire, parce que savoir comment l'œil marche, c'est pas évident, comment l'œil perçoit les choses. Hein. Et voilà, donc ça, c'est ce que je voulais pour les jeunes, parce que tout ça c'est accessible, il n'y a rien de difficile. Et je voulais juste montrer pour ceux qui sont intéressés, il y a 4 équipes ici, donc j'ai récupéré des vidéos de 3 équipes, sauf la dernière, je n'ai pas eu le temps. Là, la première équipe, celle dont je m'occupe, c'est l'informatique graphique, c'est le réalisme en synthèse d'image. La deuxième, qui est une grosse équipe, qui s'appelle l'Agadic, qui travaille beaucoup sur la robotique et aussi la réalité augmentée. Les vidéos sur la réalité augmentée donc, viennent de cette équipe-là. La méthode, l'équipe qui s'appelle Hybride, de l'INRIA aussi, travaille beaucoup sur la réalité virtuelle. Les vidéos qu'on a vues sur la réalité virtuelle, c'est les gens de cette équipe-là qui les ont réalisées. Enfin, la dernière équipe, c'est Mimétique, c'est beaucoup sur l'humain virtuel, c'est-à-dire comment, par exemple, capturer le mouvement d'un être humain, sportif par exemple, et transférer ce mouvement-là à un sportif virtuel. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est la fin de l'exposé. Merci Kadi de ce voyage dans la réalité virtuelle. Voilà, donc on passe tout de suite à la deuxième question, comme d'habitude. Oui, non. Ce qui me fascine un peu dans ce truc, c'est que est-ce que personne n'a eu l'idée de faire des expériences de physique à partir de tous ces techniques-là? Bon, est-ce que tu peux déplacer 2 blocs l'un par rapport à l'autre? Et si ces blocs sont rugueux, tu peux faire du tremblement de terre. Donc, tu vois, il y a un tas de trucs comme ça qui pourraient peut-être être possibles et ferait avancer le public. C'est fait? Oh, merde. Oui, tu peux regarder. Si, c'est... Alors, la question, si j'ai bien compris, la question c'est que est-ce que dans le domaine de la réalité virtuelle augmentée, on s'intéresse aux phénomènes physiques, notamment, par exemple, le frottement d'objets, par exemple, ce que tu as fait dans ta thèse, que tu l'as appelé, comment tu l'as appelé, du sable, quand vous avez du sable, par exemple, ou bien vous avez des petites billes, hein, le sable, c'est des petites billes, par exemple, et si vous exercez une force, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Mais ça, bien sûr, beaucoup de gens travaillent, qui sont des physiciens, qui font l'informatique graphique. Il y a des simulations physiques, d'ailleurs. Les assiettes qui sont cassées là, c'est de la physique. Cette physique, tout à fait, exactement. Donc c'est depuis un certain temps. Imprévisible. Pardon? Et c'est imprévisible. Alors, d'après ce qu'ils disent ici, non, bien sûr, parce que de la physique, donc tu exerces une force, tu envoies une balle sur puis après, l'assiette va se casser, comment elle va se briser, etc. Donc là, par exemple, les assiettes, c'est des équations mathématiques pas mal, hein, qui sont traitées, qui sont résolues, et qui est la spécialité de ces bidons. Donc il y a pas mal de choses faites dans ce domaine. Ouais. Il n'y aura plus besoin de labo bientôt. Non, je suis en retraite. Là, si tu veux, ce que font des gens, moi je ne le fais pas, mais mes collègues, une fille qui travaille ça, très compétente, elle utilise la physique que les physiciens, les modèles de physiciens proposent. Et après, une fois qu'on a ces modèles-là, il faut les résoudre, les modèles. Ouais. C'est là où les gens qui font de la réalité virtuelle, informatique graphique, proposent des méthodes. Comme nous, par exemple, quand on fait de la simulation d'éclairage, on a des équations. C'est des équations intégrales. Donc plus compliquées. Les équations intégrales, mais comment les résoudre? Et multidimensionnelles. Comment les résoudre? C'est là qu'on intervient. On dit voilà, notamment nous, on est informaticien, donc on sait programmer vite, on peut accélérer les calculs. Il y a aussi l'aspect algorithme, équation, comment trouver la bonne méthode stochastique comme aléatoire pour la résoudre.
Madame Legrand n'a pas, pas de questions à poser? Si, il y en a, mais ils n'osent pas. Je cherche. Et José n'a pas de questions à poser? Non? Ni monsieur? Ben, c'est vrai que c'est des sciences, mais ça progresse très vite. Alors, tout à l'heure, je parlais, c'est vidéo, sur le Pokémon, hein, le fameux Pokémon. Ben, ça, c'est la réalité augmentée. D'accord? On a notre appareil photo, ben, on va géolocaliser cet appareil photo, donc on va le positionner dans un monde réel, on a sa position. Le système donc de, je ne sais pas quelle boîte a fait ça, américaine, donc comme on a géolocalisé l'appareil photo, donc on va créer des objets virtuels tout près. D'accord? Et puis il y a un logiciel derrière qui va générer des images de synthèse de ces objets virtuels qui sont tout près, qui mélangent à ce que voit l'appareil photo. Et voilà. Et puis on va chercher, hop, le Pokémon est là, parce que voilà, on a bien choisi trouver la position du Pokémon. Tout ça, ça a été augmenté. Ah, supériorité des femmes sur les hommes. Il y a 2 ans, on a éclairé les calvaires dans le Finistère. Oui. Est-ce que ce sont des techniques de ce genre que vous utilisez pour projeter comme ça des images sur des choses fixes? Alors, la projection, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire que c'est pas de la synthèse d'image, c'est juste la projection, je pense. Et par exemple, effectivement, vous avez raison, souvent dans les spectacles, on projette des objets même en 3 dimensions qui bougent. Mais en fait, ce qui est projeté est déjà calculé. Après, on projette. Derrière, c'est en amont qu'il y a les techniques que nous faisons. Donc, j'ai assisté à pas mal, par exemple, à Rennes, au TNB, un spectacle de danse américain, je ne me rappelle plus, et ils projetaient sur l'écran des humains, en fait, en fil de fer, hein, qui bougeaient, etc. Ça, c'est créé par les images de synthèse. Et ces images de synthèse, on les projette, comme on projette ici l'image ici. Un partout. Oui, bonsoir. Une fois, lors d'une autre conférence, mais avec quelqu'un du cinéma, qui nous avait parlé de films avec des images de synthèse, nous avait parlé de plusieurs couches. Alors, je pense que, enfin, pour moi, ça évoque ce que vous nous avez montré de la réalité augmentée, donc une image réelle avec une couche virtuelle dessus. Et donc j'imagine que plusieurs couches, donc c'est plusieurs images virtuelles superposées. Alors comment on gère tout ça, enfin? Alors, je pense qu'on peut effectivement superposer plusieurs couches, mais quand on a, par exemple, pour superposer, par exemple, tout à l'heure, on a vu un exemple de modèle de réalité virtuelle lorsqu'on reconstruit la géométrie, hein, la salle de conférence. Il faut toujours reconstruire la géométrie. Pourquoi? Parce que si vous insérez des objets virtuels, il faut que vous régliez les problèmes d'élimination de parties cachées. Par exemple, si je positionne un objet virtuel, est-ce qu'il est derrière ou devant? Une fois que vous avez reconstruit donc le monde virtuel, après vous rajoutez ce que vous voulez. Vous avez un modèle 3D qui correspond au réel, donc vous pouvez positionner des objets, c'est-à-dire vous pouvez calculer l'image de synthèse d'un objet et le rajouter, etc. Après c'est des techniques de mélange d'images, où il y a des spécialistes, notamment les artistes. Oui, une autre question, je ne veux pas être désagréable, mais j'ai vu sur un gant que vous montriez là, qu'il y avait une liaison RS-232. Ça me semble être un vieux protocole. Oui, vous avez raison. Et je ne sais pas pourquoi vous utilisez encore ça maintenant. Non, c'est plus utilisé. En fait, j'ai pris cette transparence, c'est pas moi qui l'ai créé. Hein. Mais vous avez raison. La liaison RS-32, c'est une liaison d'un périphérique à un ordinateur qui est très très lente. Hein. Donc c'est ce que dit votre... voilà. Mais c'est pas ça. Non, c'est plus moderne. Hein. Par exemple, dans la salle... Non, vous avez raison, hein, tout à fait. Dans la salle
que je vous ai montré notre salle de réalité virtuelle, ouais, avec plus de 13 projecteurs, les images sont calculées, puis après, elles sont projetées. Hein, et derrière, vous avez pas mal d'ordinateurs. Vous avez ce qu'on appelle une grille, ils appellent ça en technique une grille d'ordinateurs. Hein. C'est plusieurs ordinateurs qui travaillent en même temps, parce qu'il y a des images pas mal, et puis il y a la résolution des images qui est assez. Plus la résolution est grande des fois, plus le calcul est long. Donc vous avez pas mal de machines à côté. Puis vous avez plein de périphériques d'interface, hein, etc. Mais ce qui coûte le plus cher, c'est le projecteur. C'est plusieurs milliers d'euros pour un projecteur. C'est très cher. Donc c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas ce qu'on utilise. Oui, j'arrive. Comme je dis toujours, ça me fait faire du sport. C'est peut-être pour ça que ma femme ne m'engueule pas, parce que je viens trop souvent à Morlaix. Merci. Une question à propos donc forcément de la 3D et puis de la réalité virtuelle. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable, vous, de faire la différence entre le réel, enfin une animation réelle ou un film réel, et quelque chose qui aurait été vraiment fait en synthèse? Est-ce qu'on peut reconnaître, parce qu'à une époque on parle beaucoup de canulars déjà sur le web, est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment être piégé et ne plus savoir si c'est du réel ou si c'est du virtuel? Moi je pense que... je ne sais pas si je pourrais répondre à votre question, hein, c'est une bonne question. Tout à l'heure j'ai montré les pans. Les pans, je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure, les images de pans. Donc certains parmi vous m'ont dit non, ce sont des images réelles. D'accord? Peut-être que c'est une petite réponse à votre question, parce que là, effectivement, les pans paraissaient réels. Mais en général, on trouve toujours, et vous avez raison, quelqu'un qui connaît bien un petit peu, il regarde l'eau par exemple, la réflexion de la lumière sur l'eau, il va dire non, ça c'est pas du réel. Mais il faut connaître. Le pan, vous vous rappelez au début quand j'ai montré ça? Il faut connaître. Si on connaît un petit peu, oui, mais des fois c'est vrai. Souvent on sait que c'est du virtuel. Mais il y a des cas particuliers comme on l'a vu tout à l'heure pour ça. Le pan, on a des interrogations, on se pose des questions. Parlez plus fort. Je ne vais pas vous mentir, on n'a jamais fait l'expérience. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. C'est vrai que nous, on essaie en fait quand on crée des images de synthèse, de coller au plus à la physique, mais pas uniquement à la physique. Parce que quand on calcule une image, après on la traite. Pourquoi? Parce que, je donne un exemple. Si vous changez les lumières, vous mettez des lumières bleues, et vous avez une page blanche, comment vous allez voir la page? Blanche ou bleue? Blanche. Et là, parce que l'œil le fait. Donc, il fait ce qu'on appelle une correction chromatique. D'accord? Et voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, pourquoi je vous dis ça, mais... non, franchement, je ne sais pas répondre. Mais il y a beaucoup de progrès quand même, hein. Beaucoup de progrès dans ce domaine. Attendez, c'est mieux avec le micro parce que... Je pense que oui. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr à 100%. Pourquoi? Pourquoi, effectivement, et quand on crée des images de synthèse, on peut, par exemple, le cabinet de peinture italienne, un petit cabinet de peinture italienne, on a vu les peintures, hein, d'accord, les cadres. Ça, c'est une photo qu'on a prise, on a plaqué. Mais on peut perturber cette photo-là pour mettre un petit peu de relief. On peut faire ce qu'on veut, en fait. Hein. Il y a des techniques, et là, c'est des mathématiques derrière, le traitement de signal. Donc, on travaille sur ça aussi. Par exemple, on peut prendre une image et prendre une autre image qui a un style de couleur, de lumière intéressante, on peut le transférer vers l'autre image. Et ça, on le fait, ça, avec des étudiants, moi. Oui, mais c'est mieux que ça, non. Correcteur, avec Photoshop. Avec Photoshop, vous avez photo, vous allez changer.
Ça, c'est automatique. Mais vous ne faites pas ce que je pense. Oui, mais si vous parlez dans le micro, parce que tout le monde... Mais en fait, je suis d'accord, hein, on fait ça un peu automatiquement, mais derrière, c'est tous ces calculs-là qui ont été faits, que vous faites pour... Oui, c'est une application pratique de toute la recherche que vous faites. Oui, tout à fait. Oui. Dans Photoshop, exactement, oui. Bien sûr, vous avez raison. Oui. Oui, il y a beaucoup d'algorithmes. Voilà, Le c'est traitement ça, oui. d'image, Voilà. traitement d'image, rehausser le contraste, Voilà, etc. oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, nous, on fait autre chose, c'est que j'ai une image, j'ai une autre, je transfère, c'est tout. Je ne vais pas bricoler avec Photoshop, il faut le dire, hein, il faut choisir des machins, je fais ça, je vais appliquer un filtre, je fais ça. Là, je dis, voilà, je veux que cette photo-là ait le même style de couleur, un ensemble de couleurs, et d'éclairage, de luminosité. Et puis, je veux aussi garder les contours. Hein? Sinon, je vais flouter les contours, etc. Donc, c'est un transfert qu'on appelle de style. Et puis, j'appuie sur un petit bouton, le programme est exécuté et j'ai l'image. Mais bien, vous avez raison, parce que je crois que c'est Adobe qui fait Photoshop. Les gens qui font Photoshop, etc., je connais pas mal. Hein. Il y a pas mal de jeunes Français qui sont très très forts, qui travaillent chez Adobe par exemple, qui ont fait leur thèse ici. Et ils font beaucoup de recherches, et toute la recherche est transférée, effectivement. Et c'est l'objectif. Profitez-en, hein, il ne sera pas là demain. Hein. Allez-y, je vais juste voir. Non, mais je peux le dire très fort, hein. C'est simplement, je veux savoir un petit peu comment ces applications-là ont un avenir dans le monde de la médecine. On en a parlé tout à l'heure, rapidement, en termes de télémédecine. Oui. Quelque chose qui devient de plus en plus réel, pour le coup. Et on pourrait, dans la télémédecine, aussi dans l'architecture, on peut imaginer qu'on a là des outils qui, tout d'un coup, nous permettent d'avoir la transcription de ce que l'on imagine en virtuel et en réel. Oui, la télémédecine, la téléopération, oui, il y a pas mal de choses faites. Regardez, qu'est-ce qu'ils font les gens? Je suis un chirurgien, je suis très loin, je suis aux US, aux États-Unis, puis je fais opérer quelqu'un à Morlaix. Donc, mais il faut une liaison Internet rapide. Pourquoi? Parce que, premièrement, avant de faire ça, je vais faire un scanner, faire passer un scanner au malade. Le scanner, c'est quoi? C'est un ensemble d'images. D'accord? Et ces ensembles d'images, je peux les regrouper pour faire une image volumique. D'accord? Et nous, on sait visualiser une image volumique. D'accord? Donc, quand vous avez une image comme ça, on peut segmenter, on dit segmenter l'image, c'est-à-dire différencier tous les organes. On peut visualiser. Alors, que va faire après, ça devient du virtuel, puisqu'on a capturé. Hein. Cette image volumique, on va l'envoyer au chirurgien qui se trouve aux États-Unis. D'accord? Et à Morlaix, on va prendre toujours, un scanner, moi je ne suis pas médecin, pour prendre des radios, scanners, en temps réel. Je lui envoie, lui il va recevoir, et un logiciel qui va mélanger l'image volumique qu'on a capturée, plus l'image réelle ici. Donc il voit bien ce qui se passe. Après, avec un genre de bistouri qu'il a là-bas, il va essayer d'intervenir, mais le mouvement de bistouri va s'appliquer à un autre bistouri ici, qui va opérer. Et ça, il y a eu des progrès extraordinaires. Ça, c'est de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Réalité augmentée. Et Ouais, on va centraliser. on va délocaliser les opérations. Centraliser, voilà. Ça aurait eu. C'est ce qui se fait aujourd'hui entre Morlaix et Brest. Ah ben voilà, Il y a des échanges comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plateau technique de Brestois a des spécialistes qui ne viennent pas à Morlaix parce que le temps est compris, là, ils sont rares en plus. Donc, on a maintenant un transfert d'imagerie et on n'est pas loin, effectivement, de faire de l'opération à distance. Ah oui. Ce qu'il y a, c'est juste le réseau, hein, parce qu'on va transférer des images qui prennent de la mémoire. Hein. Il faut les remplacer vite parce que c'est du temps réel après. Hein. Il faut du temps réel.
Il faut du temps réel. Et puis après, donc même quand je dis, qu'on appelle ça, les instruments qu'ils utilisent ici, ils sont copiés. Un instrument ici, quand je bouge celui-là, l'autre il bouge aussi là-bas. D'accord, etc. Oh oui, il y a eu beaucoup de progrès dans ce. Mais ça va vite, hein, ça va très très vite. Hein. Vous savez, quand j'ai commencé à faire de l'informatique graphique, j'ai commencé en 83, il y avait des petites choses. Il n'y avait pas d'ordinateur puissant, il n'y avait pas assez de mémoire. Nous, moi, quand j'ai commencé ma thèse, j'avais 16 kilooctets de mémoire. Alors, on a des gigas maintenant, 16 kilooctets de mémoire, mais ça progresse à une vitesse. Le graphique aussi. Le graphique a démarré vers 82, 83. Démarré, et puis 90 à fond, mais maintenant, il y a des équipes partout, et tout le monde s'intéresse. Il y a Pixar, qui a des équipes. Hein. J'ai visité Pixar il y a quelques temps quand ils sont démarrés, qui est une entreprise. Pixar, il y a, on s'appelle les grosses sociétés qui font DreamWorks. J'ai un étudiant qui travaille chez eux, là-bas aux États-Unis aussi, qui a fait sa thèse chez nous, à Rennes. Donc il y a beaucoup de sociétés, beaucoup qui travaillent dans ce domaine. Même ceux qui font, par exemple, les circuits, les processeurs Intel que vous avez dans vos machines. Intel s'intéresse beaucoup au graphique. Pourquoi? Parce qu'ils ont une carte graphique, un processeur graphique, et puis ils montrent qu'avec leur processeur, ils peuvent faire beaucoup de choses. Connectés à leur processeur, le microprocesseur, ils peuvent faire de très jolies choses. Et tout le monde travaille, et ça va très très vite, et la concurrence devient forte. Je te rappelle quand tu faisais de la physique, maintenant c'est dur hein, de suivre, hein, c'est dur. Oui, on vient de me rappeler que si vous parlez dans le micro, c'est enregistré. Est-ce qu'on peut dire que ça... Est-ce qu'on peut dire que ça réinterroge la notion de temps, la notion d'espace, mais aussi la notion d'imaginaire? C'est une question difficile. Dominique va se moquer de moi, on va me dire que je ne suis pas un littéraire. Alors, mais tu sais, comment s'appelle dans ce domaine-là, Dominique, celui qui a écrit l'article, c'est Edgar Morin, qui a cité, il dit il vaut mieux vivre nos jours, donner de la vie à nos jours que des jours à la vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a un article de Monde il y a quelques jours. On parle beaucoup maintenant, je ne pourrais pas répondre exactement à ta question, mais ce qui est intéressant dans cet article-là, c'est dire que là maintenant, on parle de réalité augmentée, mais il y a l'homme augmenté aussi. L'homme augmenté. Est-ce que c'est intéressant l'homme augmenté? Est-ce que l'homme augmenté, c'est-à-dire on va essayer d'utiliser toute cette technologie que j'ai montrée tout à l'heure pour que l'homme peut-être soit un peu en meilleure forme et vive plus longtemps. D'accord? Mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il vive bien le temps qu'il a que de vivre plus longtemps et moins bien grâce à cette réalité augmentée? Donc ça c'est une question qu'a posée, je crois qu'il a cité quelqu'un, je ne sais plus qui c'était. Mais c'est vrai que tu as raison de poser la question, notamment le transhumanisme. Et malheureusement, les scientifiques ne sont pas très philosophes, un peu. Il faut trouver un algorithme parce qu'il faut publier. Vous savez, tout ça, il faut publier dans les revues scientifiques, les concrets. Vous êtes jugé sur ça. Donc il faut que je trouve une méthode, une méthode mathématique, rapide, etc. On ne se pose pas malheureusement ces questions-là. Ouais, ben, justement pour prolonger le questionnement là-dessus, parce que ça pose quand même des questions de société qui sont quand même assez importantes. Vous parliez de méthodes procédurales. Alors je veux pas défendre le corporatisme des architectes, mais qui nous dit qu'un jour, par exemple, si on a des méthodes pour générer des bâtiments à partir de paramètres prédéfinis, qui nous dit qu'un jour, le client, par exemple, pourra utiliser un logiciel simplifié et finalement aura la mainmise sur la création et le domaine architectural n'est pas le seul, je pense, et il y a beaucoup de questions sur plein de domaines là-dessus, où finalement ça réinterroge la propriété intellectuelle de la création de plein de domaines. Alors, si j'ai bien compris, c'est-à-dire donc,
parlez de méthode procédurale. Est-ce que si j'utilise une méthode procédurale pour générer un bâtiment ou une maison, est-ce que le propriétaire de la maison va s'approprier cette maison, vouloir peut-être faire un rendu, c'est ça, pour voir... Parce que... Comment? Oui, oui. Ah oui. Pas du tout. Ah non, non, non. Ah oui, merci. Merci. Non, je pense pas. Parce que procédural, vous savez, c'est ceux qui font du procédural, effectivement, l'architecte, il ne va pas disparaître, l'architecte. Qui est-ce qui va paramétrer la procédure? Qui est-ce qui va paramétrer? C'est l'architecte qui sait. Il faut que le bâtiment soit comme ça, il faut qu'il y ait une telle fenêtre ici, orientée de telle façon, etc. Donc c'est lui qui va donner ces paramètres-là. Et puis après, je ne pense pas, personnellement, je ne pense pas. L'architecte est toujours là. C'est ce que je pense. Moi j'oublie, autrement je me fais engueuler là-bas. Enfin, c'est dans d'autres domaines, pardon. Effectivement, qui va prendre la question, c'est qui aura la main sur des robots qui seraient virtuels ou qui seraient... voilà, qui aurait la main? Et c'est une question qui a posé, je pense, enfin, qui peut être une zone de danger oui, oui. Alors, pour les sociétés. J'ai écouté, je ne pourrais pas vous répondre, mais j'ai écouté une fois, il y a une conférence comme celle-là, on a invité un philosophe des sciences, et qui a parlé de cela. Mais je ne me rappelle plus ce qu'il a dit exactement. Et c'est vrai, il s'est posé, ouais, c'est des scientifiques, un peu comme ça. C'était quelqu'un de très intéressant, parce que il nous a apporté quelque chose. Il a parlé de philosophie, nous on parle science, on parle maths, physique, etc. Mais c'est vrai que c'est des questions intéressantes. Il en a parlé pas mal. Et il a parlé justement de ça, et notamment du transhumanisme, des problèmes que ça pose. Si par exemple, ce qu'on vit maintenant, on veut que les personnes d'un certain âge puissent être aidées par un robot. Discuter avec un robot. Est-ce que c'est bien, pas bien? C'est ce qu'a dit Edgar Morin dans son article, ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc, il y a pas mal de questionnements sur ce problème-là, mais franchement, je suis incompétent. On a le temps pour quelques questions. Je vais vous montrer une petite vidéo, peut-être en attendant. Donc, plus de questions. Donc, on va s'arrêter là et on va remercier à nouveau Caddy. Ah bon, pardon. Avec l'école Lui Lumière, et des gens de chez nous et d'autres. Alors c'est sur les effets spéciaux. Là, il va parler à des humains virtuels. C'est à l'école Lui Lumière à Paris. Vous allez voir à qui il parle. Donc ça, c'est un humain réel, bien sûr. C'est lui qui a parlé tout à l'heure. C'est le virtuel, ça.
Ça, c'est l'ancien gain grand P. C'est ça, je vais vers la suite. Ça, c'est, on l'a vu tout à l'heure. Elle est composée de 4 écrans géants. Un peu plus à gauche. Voilà. Donc, il va diriger des acteurs virtuels. Virtuels. D'interagir dans un environnement virtuel à l'échelle. Is this talking about? I have to get some in the back. Donc, derrière tout ça, il y a la synthèse de la parole. Hein. La reconnaissance de la parole. L'interaction de l'acteur avec un environnement virtuel. Pour cela, nous avons mis en place plusieurs éléments. Tout d'abord, l'environnement virtuel dans lequel est imagé l'acteur est totalement interactif, c'est-à-dire qu'il peut saisir des objets, jouer avec, les repositionner à un autre endroit. Nous avons également mis en place un autre élément qui est un scénario complètement interactif. En fait, le déroulement du scénario est calé sur le jeu de l'acteur. C'est-à-dire que ce sont les actions d'acteur qui vont permettre au scénario de se dérouler. Et là, il demande une bière. Il demande une bière. Elle va lui chercher une bière.